de Louzir, je vais essayer de vous dire est-ce qu'il y a des choses nouvelles qui peuvent améliorer la fibrose pulmonaire. Donc, on m'a demandé de traiter quelles sont les thérapies émergentes qui vont cibler la fibrose pulmonaire. Alors, premier point, finalement, nous tous, on en voit de plus en plus des PID fibrosantes. Et aujourd'hui, on peut dire que réellement, c'est devenu un fardeau mondial. Vous avez ici des chiffres assez récents qui montrent grossièrement une incidence mondiale de la PID qui a augmenté de 118% entre 1999 et 2019 et des décès qui sont liés à la PID qui ont également explosé à plus de 166%. Les plus fréquentes, vous les connaissez, c'est la fibrose pulmonaire idiopathique et puis c'est la PID liée à deux connectivites, la sclérodermie et l'APR. La prévalence mondiale de la fibrose pulmonaire idiopathique sur ce papier de 2025, elle est quand même à 17,7 par 100 000 habitants. Alors, d'abord, petit rappel des définitions. Alors, qu'est-ce que la fibrose pulmonaire idiopathique? C'est la plus fréquente des PIDI, des idiopathiques. C'est une maladie qui reste limitée aux poumons, principalement du sujet de plus de 60 ans, et qui va entraîner, pour une cause qui reste aujourd'hui inconnue, un excès de fibroblastes et de dépôt de matrices extracellulaires. Alors, on la connaît de plus en plus, elle est progressive par définition, et le diagnostic, comme vous le savez bien, il est bien établi aujourd'hui par des recommandations internationales se basant sur le scanner, après exclusion d'autres étiologies, et j'insiste sur l'apport de la discussion multidisciplinaire. Quant à la fibrose pulmonaire progressive, c'est un certain phénotype des PID qui vont ainsi évoluer, mimer dans leur évolution, dans leur progression, la fibrose pulmonaire idiopathique. Elle a été décrite pour la première fois sur ce papier de l'ERJ en 2018 et après, on a eu des mises à jour des directives qui l'ont décrite, qui l'ont définie, qui l'ont distinguée de la fibrose pulmonaire idiopathique pour dire qu'à ce moment-là, ces pathologies la fibrose va être autosuffisante, auto-entretenue et va avoir un comportement complètement autonome, quelle que soit l'étiologie et quel que soit le déclencheur initial. Et donc, avec une aggravation clinique fonctionnelle et une dégradation de la qualité de vie. Et comme la fibrose pulmonaire idiopathique, elle va être émaillée d'exacerbations. Je vous passe les critères de progression que vous connaissez aujourd'hui. Alors, de quoi disposons-nous aujourd'hui? Quels sont les traitements actuels de la fibrose? Là aussi, petit rappel. Concernant la fibrose pulmonaire idiopathique, deux molécules, la pirfénidone grâce aux essais Capacity 1-2 Ascend et le nintedanib grâce aux études Impulsis et Tomorrow. Et dans toutes ces études-là, il n'y a pas d'arrêt de la fibrose, il n'y a pas de guérison de la fibrose, mais il y a une diminution du déclin de la capacité vitale. D'accord? Donc, il y a toujours une évolution, toujours une progression de la maladie. Concernant la fibrose pulmonaire progressive, étude 106 qui s'est intéressée à la PID sclérodermie et étude Imbelt qui s'est intéressée aux PID fibrosantes, toutes autres étiologies confondues, et qui ont approuvé l'utilisation du nintedanib dans ces deux indications des fibroses pulmonaires progressives. Bien. Y a-t-il de nouvelles pistes thérapeutiques? En fait, la recherche est très, très dynamique. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est de vous dire qu'en fait, il y a plusieurs cibles identifiées dans les 4 grands domaines physiopathologiques de la maladie. Alors, il y a des molécules qui sont testées pour les lésions épithéliales, comme la tréprostinil, par exemple, inhalée, je vais en parler. Il y a également des cibles qui vont essayer de réparer ou de limiter ce processus de réparation défaillant. Il y a d'autres cibles qui vont aller viser les cellules immunitaires. Et enfin, le fameuse constitution, développement des fibroblastes et dépôt de la matrice extracellulaire. Et donc, effectivement, c'est très dynamique et très, très riche. Et là, je vous ai mis le tableau des études qui sont le plus avancées actuellement. Alors, vous avez des cibles diverses et variées, on va en parler de certains. Vous avez des études phase 2B, phase 3, et puis avec, hélas, 2 études qui ont été arrêtées à cause des effets secondaires importants. C'était des études l'Intégriste et Pinta, qui en fait essayaient d'étudier des cibles qui va arrêter
la production de collagène et le dépôt de la matrice extracellulaire. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous parler de toutes ces études, mais je vais vous parler des essentiels, de l'étude fibronire pour les antiphosphodiesterase 4B. Je vais également vous parler de l'étude des études de téton et un tout petit peu de l'admilparante. Alors, commençons par le nérandomilase. Alors, le nérandomilase, c'est un antiphosphodiesterase 4B. Alors, les phosphodiesterase, ce sont des groupes d'enzymes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont hydrolyser le monophosphate qui se trouve dans la GMP cyclique ou l'AMP cyclique. Et dans ce groupe d'enzymes, eh bien, il y a des sous-groupes. Certains sont absolument non spécifiques pour les deux et certains sont plus spécifiques pour la CAMP ou pour la CAMP ou la CGMP. Et la phosphodiesterase 4, elle est plus spécifique pour la CAMP. Et on connaît aujourd'hui, nous pneumologues, les antiphosphodiesterase 4 dans la BPCO parce qu'effectivement, ces enzymes-là, ces récepteurs sont exprimés au niveau des monocytes des maladies inflammatoires, mais elles sont également exprimées au niveau des cellules mésenchymateuses et au niveau des fibroblastes. On connaît l'indication dans la BPCO, mais sachez que c'est également indiqué dans d'autres pathologies comme les MICI, la PR, la SPA et j'en passe. Ce qui va se passer ici, c'est que l'inhibiteur de la phosphodiesterase 4B va inhiber le CAMP qui ne pourra pas être hydrolysé et donc il va y avoir une diminution de la production des cytokines pro-inflammatoires et des médiateurs profibrotiques, une diminution de la migration et de l'activation des macrophages et des neutrophiles et ainsi une diminution de la différenciation des fibroblastes en myofibroblastes. Alors, le phosphodiesterase 4, il est exprimé un peu partout dans le corps, comme vous le voyez ici, mais dans l'appareil respiratoire, c'est la phosphodiesterase 4B qui est beaucoup plus exprimée. Et donc, le nérandomilase, c'est pour ça qu'il a été développé, c'est un inhibiteur préférentiel de la phosphodiesterase 4B. Ça va permettre un effet thérapeutique avec le minimum d'effets secondaires. Et venu ainsi l'étude de fibronire dont les résultats ont été publiés dans le New England en 2025. C'est une étude qui a évalué l'effet de l'inhibiteur préférentiel de la phosphodiesterase 4B par voie orale. C'est une étude phase 3, double aveugle, randomisée, contrôlée par placebo, 36 pays et 332 sites. Alors, il y avait 3 bras, le nérandomilase avec 2 doses, 9 et 18 mg versus le placebo. L'étude durait 52 semaines, mais il y avait une extension jusqu'à la 76e semaine. Et l'objectif, les critères d'inclusion, c'est l'âge de plus de 40 ans, c'est la fibrose pulmonaire idiopathique retenue sur des recommandations de 2022, avec un pattern pic certain ou pic probable. Et quand on avait une pic indéterminée, le diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique était retenu sur des éléments histologiques. Une capacité vitale, une fonction qui était modérément altérée, supérieure à 45%, avec une DLCO supérieure à 25%. Et on pouvait inclure dans cet essai des patients qui étaient déjà sous antifibrosants, nintedanib ou pirfenidone depuis au moins 12 semaines, ou qui avaient arrêté cet antifibrosant depuis au moins 8 semaines. Alors, les critères d'exclusion, c'est quand il y a une obstruction associée, ou si le patient a fait une exacerbation, ou s'il a des problèmes psychiatriques ou hépatiques. L'objectif principal, c'est comme toutes les études, je voudrais dire sur la fibrose pulmonaire idiopathique, c'était le déclin de la capacité vitale forcée en millilitres à la 52e semaine, avec d'autres points secondaires qui est le délai de la première exacerbation, l'hospitalisation, le décès avec également, ils ont évalué la dyspnée, la qualité de vie et tout ça. Donc, ce que je voulais montrer, il y avait à peu près un peu plus de 350 patients par groupe. Et ce qui était intéressant, c'est que 70% de ces patients étaient sous antifibrosants, que ce soit le nintedanib ou la pirfenidone. Le premier point, donc avec les 2 doses du nérandomilase 9, mais plus avec le 18 mg 2 fois par jour, le déclin de la CVF était plus faible dans le groupe traité versus le groupe placebo. Cet effet, on le voit bien sur cette courbe, mais ce qui est intéressant, c'est que cet effet perdure jusqu'à la 76e semaine de suivi des patients. Alors, c'est un effet qui est positif chez un patient qui n'a jamais pris d'antifibrosant, d'accord, que ce soit par 9 mg ou 18 mg, mais également chez des patients qui étaient déjà sous antifibrosant. C'est pour ça que je réinsiste et que je vous dis qu'un traitement antifibrosant diminue le déclin de la CVF, mais ne l'annule pas. Les patients continuent à progresser. Et ici, donc, un traitement en plus ferait mieux qu'un seul traitement.
Concernant donc ça c'était pour le nintedanib, désolé. Concernant la pirfenidone, seule la dose de 18 mg était efficace. Pourquoi? Parce qu'en fait, la pirfenidone, elle va diminuer la concentration plasmatique du nérandomilastre d'au moins 50%, comme vous le voyez. Alors j'ai peur d'utiliser le pointeur. Ouais, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc elle diminue de moitié quand vous voyez sur le graphe qui est juste à côté là. Bref, alors c'était positif sur tous les sous-groupes et donc finalement, selon cette étude, les effets sont positifs. Alors concernant les autres points, les autres objectifs, il n'y avait pas d'effet sur tous les critères secondaires qui ont été étudiés, que ce soit les critères, le délai de la première exacerbation, etc., même également le score de la toux, le score de la fatigue ou le score de la dyspnée. Les effets secondaires sont principalement des effets secondaires c'est la diarrhée et particulièrement chez les patients qui sont sous nintedanib. Alors, les antiphosphodiestérase 4B ont été donc testés dans l'étude de fibronyse IPF, mais également dans les fibroses de pulmonaire progressive. C'est un peu le même design de l'étude. Il y avait l'éligibilité, c'était une fibrose pulmonaire progressive hors FPI, avec une étendue de la fibrose qui était supérieure à 10% sur un scanner qui date de moins de 12 mois. Les critères de progression, donc ce sont les critères des recommandations. On y trouvait des patients sous traitement antifibrosant ou pas, mais en tout cas, s'ils étaient sous traitement antifibrosant, ils devaient l'être depuis au moins 12 semaines avec une dose stable. On trouvait également des patients qui étaient sous immunosuppresseurs. Et donc là, sur cette diapositive, je vous montre qu'en fait, les fibroses pulmonaires progressives comprenaient des PID auto-immunes, des PHS, des inclassables ou des PINS fibrosantes idiopathique. Le critère principal, là aussi, c'était le changement absolu de la capacité vitale avec les autres critères secondaires. Bien, alors ici, vous avez les résultats. Premier résultat, la différence que vous voyez ici, avec ajusté au groupe sous 18 mg, était meilleure, avec un P qui était significatif. Sur cette courbe-là, vous voyez bien que la courbe, elle se distingue, elle se détache très très vite juste après la randomisation. Et enfin, que le patient prenne ou ne prenne pas les antifibrosants, les résultats étaient positifs. Et donc, du coup, le médicament s'appelle le Jascayd, j'espère que je le prononce correctement, approuvé par la FDA tout récemment pour la fibrose pulmonaire idiopathique le 7 octobre 2025, pour la fibrose pulmonaire progressive le 19 décembre 2025. Il existe sous deux formes, 9 et 18 mg. La dose recommandée est 18 mg deux fois par jour. Il a également été approuvé en Chine et il a eu un fast track en Émirats arabes unis pour l'IPF et la fibrose pulmonaire progressive. J'anticipe, vous allez me demander le prix. J'ai demandé au laboratoire, ils ne savent pas très bien encore, mais en tout cas, j'ai demandé à un ami qui exerce aux États-Unis, il m'a dit, écoute, Mounia, ça dépend de quel est l'assurance de ce patient. Tenez-vous bien. Alors, le patient, s'il a une prise en charge complète, il va payer $600 par mois. S'il n'a rien, $12 000 par mois. Je ne sais pas. Deuxième médicament, la treprostinil inhalée. Donc, treprostinil inhalée que vous connaissez probablement sous le nom de la Tyvaso pour le nom commercial. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que vous connaissez puisque c'est le traitement qu'on donne par voie inhalée dans l'hypertension artérielle pulmonaire groupe 1 et il a été également tout récemment approuvé pour l'hypertension pulmonaire des PID. C'est un analogue stable de la prostacycline et suite à cette étude-là, Increase Study, c'est celle qui a fait la base du traitement de la treprostinil par voie inhalée dans l'hypertension pulmonaire des PID et qui a suggéré un effet positif sur la capacité vitale. Alors l'étude Increase, c'est celle-là. Bref, donc c'est une étude d'hypertension pulmonaire qui a évalué l'effet de la treprostinil inhalée sur le test de marche de 6 minutes et également sur la NT-proBNP. Mais il y a eu une analyse post-hoc de cette étude qui a montré que les patients que je vous montre ici en haut, je vais poser ça parce que ça me dérange aussi, remarquez,
le tableau en haut, on voit bien qu'il y a une amélioration de la capacité vitale des patients traités. Donc, c'était une analyse post-hoc. Et donc, devant les résultats de cette étude-là, amélioration de la CVF et également réduction des exacerbations, et les effets potentiels antifibrosants qui ont été définis par des études précliniques qui vont regrouper la prévention de la prolifération fibroblastique, l'inhibition du dépôt de la matrice extracellulaire, et ben, est né le programme TETON. Alors, le programme TETON, c'est un programme en 3 études, 2 études en parallèle qui s'intéressent à la fibrose pulmonaire idiopathique et une 3e étude qui s'intéresse à la fibrose pulmonaire progressive. TETON 1 et 2, 2 études phase 3, TETON 1 aux USA, TETON 2 multicentrique. Là aussi, tréprostinine inhalée, 3 inhalations de 6 microgrammes par inhalation 4 fois par jour et versus placebo, avec comme point toujours objectif principal le changement absolu de la capacité vitale forcée à la 52e semaine et les mêmes points secondaires qu'on revoit dans les autres études. Des critères d'inclusion plus ou moins les mêmes, plus de 40 ans, CVF supérieur à 45%. Par contre, ici, étaient exclus les femmes enceintes, étaient exclus les patients avec un trouble ventilatoire obstructif et les patients sous forte dose d'oxygène, l'infarctus du myocarde, les exacerbations récentes de la fibrose pulmonaire idiopathique. Et donc, les résultats sont tombés tout récemment, en mars 2026, dans le New England. Les résultats sont positifs. Regardez ici la courbe d'en haut qui se détache des patients sous tréprostinine inhalée, que le patient n'ait jamais reçu d'antifibrosant, qu'il soit sous nintedanib ou qu'il soit sous pirfenidone. Les résultats de cette étude sont positifs. Concernant les effets secondaires, c'est principalement la toux, qui est quand même pas mal fréquente, 48%, et qui a conduit 16% des patients à arrêter leur traitement dans le groupe tréprostinil versus 12% dans le groupe placebo. Alors, concernant la fibrose pulmonaire progressive, le tréprostinil est en cours d'étude. C'est une étude qui a été lancée en octobre 2023. L'objectif est d'inclure un peu moins de 700 patients, là aussi randomisés, double aveugle, contrôlés par placebo. Pareillement, le design de l'étude est similaire à celui de la fibrose pulmonaire idiopathique, avec là aussi une étude d'extension qui est prévue. L'inclusion, c'est le patient de plus de 18 ans avec un pourcentage de fibrose de plus de 10% de la TDM, qui répond aux critères de progression, qui peut être sous antifibrosant mais à une dose stable, et qui peut être sous traitement immunosuppresseur, que ce soit le MMF, le métaux, l'azatioprine ou le Ritux. Et absence, pas de grossesse ni d'allaitement, pas de maladie obstructive, et puis pas d'exacerbation dans les 30 jours, pas d'infarctus du myocarde dans les 6 mois, pas d'embolie aiguë dans les 90 jours. Et c'est des patients qui ne doivent pas avoir reçu un traitement, pour la faire courte, de l'hypertension pulmonaire, que ce soit des antagonistes de récepteurs d'endothéline, des inhibiteurs de la phosphodiesterase ou les autres traitements. L'objectif principal est là aussi la capacité vitale, et c'est une étude qui est toujours en cours de recrutement jusqu'à hier. Dernière molécule dont je vous ai parlé, c'est l'admilparant. C'est un antagoniste du récepteur de l'acide lysophosphatidique. Alors, qu'est-ce qu'il fait cet récepteur s'il est activé? Il va activer et entraîner la prolifération et la survie des fibroblastes, et il va entraîner une apoptose des cellules épithéliales et donc favoriser la fibrose. Il y a une première étude, en fait, qui a été publiée sur Chess en 2018, qui a évalué cet antagoniste de première génération de la LPA1, qui a montré le ralentissement de la capacité vitale, mais qui a été arrêté prématurément à cause des effets secondaires hépatobiliaires. Est venue donc la deuxième étude, phase 2, qui a évalué donc cet antagonisme de deuxième génération avec, en fait, ils ont fait une approche, ils ont mis en parallèle les 2 groupes de patients, fibrose pulmonaire idiopathique, fibrose pulmonaire progressive versus le placebo, 2 doses, 30 mg, 60 mg, toujours les critères de la fibrose pulmonaire idiopathique et de la fibrose pulmonaire progressive. Des patients peuvent être sous traitement antifibrosant ou ces traitements en immunosuppresseurs. Par contre, ils ont ici le critère de jugement, c'était le pourcentage de variation de la CVF. Et donc, il y avait un peu moins de 300 FPI et 125 fibroses pulmonaires progressives. 2 tiers des patients fibrose pulmonaire idiopathique étaient sous antifibrosants, et les résultats sont les suivants. Avec la dose de 60 mg, la différence était significative dans la fibrose pulmonaire idiopathique avec une réduction relative de 54%, et dans la fibrose pulmonaire progressive, la réduction était évaluée à 74%. Je parle du pourcentage de la CVF. Et puisque nous,
on a l'habitude de voir des courbes avec les millilitres, eh ben, on voit bien ici que pour la fibrose pulmonaire idiopathique et pour la fibrose pulmonaire progressive, eh ben, la courbe des patients sous 60 mg se détache, enfin, est meilleure, je dirais, que les autres courbes, que le patient prenne ou ne prenne pas, ou n'ayant pas pris d'antifibrosants. Alors, la tolérance est, ma foi, intéressante. La diarrhée reste l'effet secondaire le plus fréquent et elle est bien évidemment plus fréquente chez les patients qui prennent des antifibrosants, principalement le Nantadani. Donc, c'est la première étude de phase 2 qui a évalué les deux groupes FPI, fibrose pulmonaire progressive, avec une amélioration à la dose de 60 mg. L'effet positif de 30 mg a été retrouvé dans la fibrose pulmonaire progressive, pas dans la fibrose pulmonaire idiopathique. Donc, ça, on a besoin de plus d'études. Un taux faible d'effets secondaires et les C3 sont en attente. Et en effet, il y a 2 essais 3 qui sont sur la pipeline, une qui intéresse la fibrose pulmonaire idiopathique et une autre qui intéresse la fibrose pulmonaire progressive. Ils n'ont pas encore commencé le recrutement. Cependant, leur design a été présenté lors de l'ATS 2025. C'est l'étude ALOFT. En conclusion, vous voyez bien qu'il y a une grande dynamique de recherche et une pipeline qui est très riche, beaucoup de molécules. Conception des études, moi je trouve que c'est intéressant de dire que la conception des études actuelles cible la fibrose, pas la fibrose pulmonaire idiopathique, la fibrose pulmonaire progressive, elle cible la fibrose. Je pense que ça va permettre d'accélérer les choses. Nouvelle piste, nouvelle cible, une nouvelle molécule est déjà sur le marché, comme si j'ose m'exprimer ainsi, le nérandomilast, et qu'on peut utiliser en adjonction avec les autres antifibrosants, il y a une synergie d'action. Le tréprostinil, je pense, ne va pas trop tarder à être validé, et puis il y a plein d'autres études, phase 3 en recrutement ou phase 2 en cours, et je vous remercie pour votre attention.